Bien, merci beaucoup. Avant de commencer la séance proprement dit, on va écouter Patrice Lefloc-Péjan qui va nous décrire un livre qui a été écrit, ou une bande dessinée plutôt, par le professeur Fabiani, donc l'incroyable histoire de la médecine, par les images. Patrice, je te laisse la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de me laisser présenter ce livre qui a un intérêt évidemment de l'histoire de la médecine, et tout le monde connaît le professeur Fabiani qui a une faconde extraordinaire pour raconter des histoires, mais qui est un chirurgien cardiaque reconnu, ancien médecin du monde, et donc qui a quelque part obtenu le prix Nobel, puisque cet organisme a été nobelisé. Alors ce livre est un événement peut-être pas médiatique, mais il va marquer un tournant dans l'histoire de la médecine, dont le professeur Fabiani a assumé depuis 10 ans la création et la tenue d'un DU d'histoire de la médecine de Paris 5 que j'ai suivi il y a 2 ans, et qui est parfaitement recommandable. Alors voici la couverture qui, vous voyez, est déjà assez étonnante. Je crois reconnaître ici le professeur Fabiani lui-même et une kyrielle de grands noms de la médecine, dont certains masqués comme le médecin vénitien en bas, mais dont certains parfaitement reconnaissables comme le professeur Barnard. Alors ce livre est très récent. Il date d'octobre 2018. Il est publié aux éditions des Arènes, que vous ne connaissez peut-être pas, et qui sont au 27 rue Jacob, tout près de l'Académie de médecine. Et il présente la particularité, comme tous les livres illustrés et les bandes dessinées en particulier, d'avoir été écrit au moins à 4 mains, sinon à 6, avec un dessinateur, Philippe Bercovici, et une metteuse en couleurs. Ces couleurs ne sont pas très criantes, mais elles vont bien dans un livre qui en fait est extrêmement sérieux. Alors voici la page de titre. Il y a des hauts et des bas, monsieur le professeur Fabiani, et maintenant en bas, et la coloriste est Isabelle Lebeau. Le prix, j'ai peur de l'oublier, est de 22,90 €. Alors, j'ai réalisé la table des matières, car elle n'existe pas dans le livre. Je ne vous la détaille pas, c'est juste pour vous montrer que le nombre de planches par chapitre est variable, un peu selon les affinités de M. Fabiani. L'anesthésie lui tient bien sûr très à cœur, mais ne fait que 4 pages. La médecine expérimentale, dont il est largement issu dans ses années de jeunesse, ne fait que 3 pages. La médecine de l'enfant, auquel il est très attaché, fait déjà 7 pages. Et le cerveau malade ainsi que l'épidémiologie, qui doivent certainement aussi beaucoup à M. Berge, qui est co-organisateur du DU d'Histoire de la médecine, sont bien représentés. Alors, voici la deuxième partie du descriptif. L'ophtalmologie n'a peut-être pas passionné, et les fondements du vivant, biologie cellulaire et génétique sont le seul chapitre un peu difficile à lire, et je n'ai pas tout compris. Voilà. Alors, le dernier chapitre sont des avancées de la recherche, avec remerciements aux malades, mais pas forcément aux industriels pour les maladies rares. Alors, je vais vous présenter simplement quelques planches, 9 exactement, sans les détailler. Et vous voyez que la structure du livre, qui est de format assez réduit, contrairement aux nids des marsupilami, lotus bleu, etc. de notre enfance, permet de l'avoir bien en main. Et en fait, on croit avoir une bande dessinée dans les mains, et en fait, c'est une histoire de la médecine et un peu de la chirurgie réelle, bien que pour compacter et illustrer.
Donc je vous donne tout de suite la conclusion. C'est un livre très sérieux que vous ne pourrez pas lire en 10 minutes, comme je m'en étais vanté auprès de M. Villet, mais qui vous nécessitera au moins 1 ou 2 soirées, et qui nécessite aussi des relectures. Alors, l'humour est certain, je ne vous le détaille pas, il est presque à chaque image. Les orthopédistes ne se reconnaissent pas dans la réduction de la fracture ici, mais c'est pas grave. On croit plutôt que c'est la douleur du vaccin antigrippal, mais il n'existait pas encore. Alors les premières sépultures, effectivement, datent de 70 000 ans au Moyen-Orient. Ce sont des Néandertaliens. Mais les gestes de sépulture sont beaucoup plus anciens, avec des fosses en Espagne qui datent de 300 ou 400 000 ans, et qui sont plus récemment découvertes. Alors je passe sur la médecine chinoise. Vous voyez que la structure en bande, qui est classique, représente en général 2, comme ici, ou 3 images. Il y a des sortes de récitatifs qui sont très développés car il s'agit d'un livre très documentaire et très documenté. Les phylactères ou bulles sont nombreux, c'est là que siège surtout l'humour. Et enfin, il y a des onomatopées, et comme vous ne le saviez pas, les tigres apprivoisés font rond et non pas ronron, comme les chats. Voilà, alors cet humour peut paraître, sinon déplacé, du moins un peu, non pas lourd, parce qu'il est le plus souvent léger, très français, jamais grivois. À la deuxième lecture, on l'oublie complètement et on se penche sur le fond qui est absolument sans défaut. Alors évidemment, Littré, qui était un énorme colosse, contrairement à l'image de savant malingre que l'on croit reconnaître sur les photos des dernières années de sa vie. Là, quelque chose qui soucie beaucoup M. Fabiani, c'est ce qu'a dit Socrate. Vous me retrouvez Socrate? Voilà. Socrate, dans ses dernières minutes, alors qu'il pouvait échapper à la mort, a dit: nous devons un coq à Asclépios. Moi, je pense qu'il disait: enfin, je suis débarrassé de la vie qui m'était un peu pesante. Alors, bien sûr, Zeus, Asclépios, et ici le serment d'Hippocrate, qui est toujours prêté, en tout cas dans ma faculté et dans presque toutes, en toge noire, après la soutenance, et bien sûr, il y en a un qui triche. Et enfin, la Winston Churchill est jamais de sport, et les 4 grands principes d'Hippocrate, bien sûr très synthétisés, et il mourut à 120 ans, ce que j'ignorais. Alors ici, c'est un des meilleurs chapitres sur le plan de l'érudition. Ce livre est très érudit, et en particulier, il détaille les travaux d'Ibn al-Nafis, que très peu de gens connaissent, et qui est illustré ici en bas, avec un schéma peu spécial, que je ne reconnais pas. En fait, la grande circulation était connue depuis l'Antiquité, bien que les capillaires ne fussent pas décrits, puisqu'on ne pouvait pas les voir, mais ils étaient soupçonnés, subodorés, quasiment certains. Et la petite circulation a été découverte par Ibn al-Nafis, que M. Fabiani appelle Nafis tout court, qui était un génie médical et qui a terminé sa carrière au Caire, appelé par le grand sultan. Et excusez-moi, j'ai encore besoin de regarder avec la flèche en même temps. Oui. Oui, c'est bon. Et ici, il y a un résumé synthétique des plus grandes figures de la médecine arabe, dont une des grandes forces, et pour laquelle on la retient encore, est d'avoir traduit tous
tous les livres de l'Antiquité qui leur étaient accessibles en arabe. Puis ces traductions arabes ont été traduites au Moyen-Âge par des clercs, des religieux, qui les ont traduits à nouveau en latin et en grec. Donc le latin et le grec d'origine est perdu, mais on les a retraduits en très gros, pour qu'ils soient accessibles dans le monde occidental. Alors il y a des personnages extraordinaires, des personnages dont la vie est plus qu'un roman. Dans un film, ils ont donné lieu à de nombreux romans. Et voici, là aussi, les orthophonistes là se reconnaissent mieux. Et ici, dans les Bimaristan, donc en Perse, donc l'Iran actuel, l'hôpital public ouvert à tous était aussi ouvert aux femmes. Alors bien sûr, tout le monde doit passer l'examen, et nous aussi les filles, etc. C'est très drôle. Alors voici Louis XIV avec son problème de fistule anale et il va être opéré par Félix. Il est examiné par toute la cour. Donc là, on rentre dans l'humour médical un peu potache. Mais par contre, il y a une phase de recherche opératoire. Et donc, grâce au pouvoir régalien vrai de Louis XIV, le chirurgien Félix, qui va être anobli, va pouvoir s'entraîner sur les prisonniers et autres galériens. Donc, il paraît que ces instruments sont au musée d'histoire de la médecine, des instruments originaux. Les voici, donc il a perfectionné les choses. Et surtout, son royal malade a guéri après des soins de plusieurs mois. Et pour le professeur Fabiani, après que le God Save the King ait été créé par lui pour l'occasion. En tout cas, Jacques II, avant de redevenir roi d'Angleterre, a demandé la permission à Louis XIV d'emprunter cet air qui ne plaisait peut-être pas à Louis XIV, en tout cas ne lui rappelait pas de bons souvenirs, et c'est donc devenu l'hymne national anglais. Ce que nous trouvons très drôle. Alors voici une planche sur la vaccination. Il n'est pas rendu hommage à Madame Elgin, qui avait ramené la vaccination du Moyen-Orient, mais enfin bien sûr c'est Jenner, le médecin anglais généraliste rural, qui l'a établi expérimentalement et qui l'a diffusé. Ce qu'on connaît assez peu, c'est que cette vaccination contre la variole a été appliquée de manière massive à la Grande Armée pour la préparer au débarquement. Le débarquement a échoué, la vaccination a réussi et le tout a été impulsé par Guillotin, qui a donc sauvé plus de vies qu'il n'en a coûté avec le perfectionnement de sa machine. En effet, la guillotine n'est pas une invention réelle, elle était utilisée chez les Écossais qui avaient créé une machine plus simple et Guillotin l'a perfectionné. Il l'a perfectionné sur des bottes de foin, sur la chèvre, au Kremlin Bicêtre. Et je rappelle aussi que la mort brutale, certes, mais probablement sans douleur, en coupant la tête, est réservée aux grands nobles. C'est donc un nivellement par le haut. Très heureusement, la peine de mort a disparu. Voici. Alors enfin, quelque chose qui est aussi, bien sûr, très connu, c'est que de nombreuses maladies disparaissent grâce à la vaccination. C'est le cas de la variole, presque de la poliomyélite, mais il y a des difficultés, surtout économiques, à donner le vaccin dans tous les pays du monde et à tout le monde. Et là, quelque chose que je ne connaissais pas avant de faire le DU, c'est la vaccination en anneau, c'est-à-dire qu'on ne vaccine que
faute de dosage, de doses suffisantes de vaccins, que les gens qui ont été au contact direct avec des malades infectés. Et ceci a marché pour la variole, sous l'invention de William Folge de l'OMS, qui en 1960 s'est trouvé à court de doses pour vacciner 1 ou 2 foyers en Afrique de variole très virulente, et qui a vacciné simplement les familles, tous ceux qui étaient en contact, les voisins, ceux qui avaient rendu visite aux malades, et ceci a fonctionné. Alors en 1980, la variole a disparu. Alors bien sûr, les travaux de notre collègue anglais qui a anesthésié au chloroforme la reine Victoria et qui a découvert, reprenant ainsi des travaux expérimentaux indépendants de Florence Nightingale, le fait, en localisant où étaient les malades dans le quartier de Soho, un des quartiers les plus pauvres de Londres à cette époque, et là, il a trouvé que c'était la pompe, une seule pompe à eau, qui était dans Broad Street. Bien sûr, le microbe, le vibrio cholérique, n'était pas connu à cette époque, puisque le microscope, les colorations, n'avaient pas abouti à ces identifications qui viennent après. Alors, la circulation a beaucoup interpellé, et c'est bien normal, M. Fabiani, qui est chirurgien cardiovasculaire, comme M. Grangebach. Il l'a beaucoup étudié avec Ibn Nafiz. Il a repris certaines de mes idées, j'en suis extrêmement fier. J'avais travaillé 2 ans avec une collègue pour sa thèse de médecine sur Ibn Nafiz, que je ne connaissais pas avant, bien entendu. Mais tout ceci déroulé d'une lecture de vacances du livre de Boustani, qui fait partie de la mouvance de M. Fabiani, et que j'avais trouvé absolument passionnant. Alors là, une des images les plus intéressantes, je trouve, tout ce livre est fascinant, et c'est Louis XIV qui, en 1671, sous l'impulsion de Dionys, chirurgien qui va devenir démonstrateur gratuit au jardin du roi, demande au roi Louis XIV de prendre position. Et Louis XIV, en effet, on est déjà à 70 ans après la découverte en 1600, bien sûr publiée des décennies plus tard par Harvey, et Louis XIV, en majesté, décrète qu'il y a circulation. Donc je trouve ça absolument extraordinaire, et je ne connais pas de président de la République depuis un siècle qui ait dit la nanoparticule c'est ceci ou cela. J'arrête. C'est pas drôle. Donc à la fin, la dernière découverture, donc ça c'est un instrument acoustique, c'est pas vraiment le stéthoscope de l'ANEC, que sur un sujet un peu rappeur, et donc là un descriptif. Et puis ma conclusion, c'est que c'est un ouvrage très sérieux, bien que ce soit un ouvrage illustré ou sous forme de bande dessinée. Il est écrit par une personnalité compétente, non seulement dans son domaine médical et chirurgical, mais aussi en histoire de la médecine. Il nous a bien fait rire, mais c'était toujours très très sérieux. Le format est très original, il est plutôt illustré que bande dessinée. La bande dessinée a d'ailleurs une histoire qui a maintenant presque 2 siècles, sans compter la colonne Trajane, ça fait 2 millénaires, ou la tapisserie de Bayeux, ça fait aussi 1 millénaire. Et je pense que ce livre va réaliser un tournant dans la communication scientifique, médicale et de vulgarisation, justement par son sérieux, et on ne va plus considérer maintenant que ce sont des petits Mickey bons pour les enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrice. Et alors, tu parles de tournant dans la vulgarisation des connaissances médicales et de l'histoire de la médecine. L'Académie de chirurgie est en rapport avec les éditions Glénat pour écrire des ouvrages sur l'histoire de la chirurgie. Alors, pour l'instant, il y en a un qui est prévu
sur la vie d'un jeune homme, un jeune brancardier, qui passe de 1870 pendant la guerre à 1914, devenant grand chirurgien de l'hôpital de Paris. Et il y aura sûrement d'autres albums après si celui-ci est une réussite. Merci beaucoup, Patrice.